l'actualité nous donne vraiment tous les jours de nouvelles matières à nous inquiéter sur cet état de droit. Et puis nous, en fait, quand je dis nous, c'est nous, citoyens, nous, juristes, voilà. On regarde ça un peu d'un œil rapide, parce qu'en fait, en France, je pense qu'on est un peu les enfants gâtés du droit. En fait, on baigne dedans et on ne fait pas trop attention, mais depuis l'élection de Donald Trump en janvier 2025, et puis là encore, ce week-end en Pologne, précédemment en Italie, ça se rapproche quand même. Ça se rapproche. Alors, en tant que citoyen, d'abord, mais en tant que juriste, manager du droit, avocat, directeur juridique, si vous qui êtes dans cette salle, ne prenez pas l'affaire à bras-le-corps, y compris dans ses tenants économiques, de droit économique, je pense qu'on va aller très mal, pour vous dire le fond de ma pensée. Donc, merci encore d'avoir organisé cette table ronde. Et donc, pour animer ce sujet, Martial, que vous connaissiez, Jean-Patrice Delabotière, qui est avocat, Patrice Spinozzi, qui vient de publier qui est avocat au Conseil, mais qui vient de publier un livre qui rencontre un très grand succès, ce qui prouve... non, mais c'est vrai, ce qui prouve... il a résisté à Léa Salamé pendant 1 heure, quand même, hein, c'est trop fort. Jean Veil, qui est avocat, et Valérie Odine-Dervieux, vous êtes magistrat et présidente de chambre de l'instruction à la Cour d'appel de Paris. Donc sans plus attendre, je vais tout de suite passer la parole à Patrice Spinozzi, parce qu'en fait c'est lui qui pose la première et vraie question. En fait, il fait, c'est quoi l'état de droit? C'est quoi? C'est quoi aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si... Merci d'abord de cette proposition et de cette invitation, et effectivement de ce thème qui est un thème qui évidemment m'est cher, mais je pense qu'il est cher naturellement à tous les juristes qui sont sensibles à la défense des libertés. La question de la définition de l'état de droit est une question qui n'est pas aisée. Alors, on peut y répondre assez simplement entre nous juristes en nous disant l'état de droit, c'est par principe un État qui accepte de se soumettre au droit, c'est le principe de la limitation en réalité des gouvernements à une règle qui est une règle préétablie et qui structure en réalité les frontières de cet État et donc chez nous de notre démocratie. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose de très consubstantiel entre l'état de droit et la défense des libertés, puisque c'est bien l'état de droit et très concrètement ceux qui ont vocation à l'appliquer, à savoir les juges, qui permet de garantir l'ensemble des grandes libertés qui nous sont octroyées par toute une série de conventions internationales ou de textes fondamentaux nationaux. Et donc, un État sans droit, en réalité, qui ne serait pas un État de droit, c'est un État où ces libertés essentielles ne seraient plus garanties. C'est un État où, parce que là, par exemple, on pourrait dire du mal du gouvernement, on serait susceptible d'être mis en cause à la sortie. Ça serait un État où, en se baladant dans la rue, on serait susceptible d'être mis en garde à vue parce qu'on serait pris dans une échauffourée sans avoir de voies de recours qui seraient des voies de recours pour pouvoir en sortir. C'est ça la réalité du risque d'un État en réalité sans droit. Et ce qui est certain, et pour lancer globalement le sujet, c'est qu'aujourd'hui, depuis grosso modo la Deuxième Guerre mondiale, et précisément parce qu'on avait connu les affres des atteintes terribles aux libertés de ces moments, les pères fondateurs de l'Europe, ils ont conçu le principe d'un État de droit européen avec la garantie de certaines libertés sur lesquelles nous étions tous d'accord. Avec, c'est-à-dire, en fait, si on est en démocratie, si on se prétend en démocratie, c'est qu'on est d'accord pour reconnaître la liberté d'expression, c'est qu'on est d'accord pour reconnaître le droit à un procès équitable, c'est qu'on est d'accord pour reconnaître le droit d'aller et de venir. Et en réalité, tout cela a été consubstantiel de ce qu'on a appelé la démocratie libérale, qui a permis la prospérité économique et l'unité de l'Europe. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui veulent démanteler ça,
qui trouvent qu'au fond, ce modèle-là est un modèle qui est potentiellement dépassé, qui est un modèle qui a vocation à limiter en réalité l'action des parlements et donc limiter l'initiative. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est la conservation, en tout cas ce pour quoi nous nous battons, c'est la conservation de ce modèle de l'état de droit et de la démocratie libérale qui est contesté, qui est menacé en Europe, qu'il s'agisse de la Hongrie, de la Pologne, un peu de l'Italie, et essentiellement évidemment aux États-Unis. On voit bien comment un homme politique, avec une volonté de démanteler l'état de droit, est capable de le faire extrêmement vite, extrêmement violemment, extrêmement efficacement, et ce, alors même qu'on était dans une démocratie qu'on pensait établie depuis extrêmement longtemps. Voilà pour les termes du sujet. Merci d'avoir introduit, de nous avoir donné une vague définition de l'état de droit, mais quand on voit les élections en Pologne ce week-end, Jean Weil, j'ai envie de vous demander, en fait, état de droit, mais finalement, ce sont des gens élus qui attaquent l'état de droit. Alors, est-ce que l'état de droit a quelque chose à voir avec la politique d'abord, ou c'est une affaire uniquement de juristes? Bon, je ne crois pas que ce soit une question exclusivement de juristes. Repartons, le cercle Montesquieu n'a pas choisi ce titre-là sans qu'il y ait une raison. Et effectivement, Montesquieu, après le penseur anglais John Locke, a créé le système de réflexe qu'il convient d'avoir pour que l'état de droit soit constitué. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. En Angleterre, c'était le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir fédératif. Et puis, un certain nombre d'autres pays ont continué à utiliser le système des droits et de l'état de droit. Alors, il ne faut pas confondre, me semble-t-il, l'état de droit avec l'état du droit. Quand on interdit la consommation de drogue, lorsque l'on constate trop de fumée de cigarettes, de cigares, et quand on regarde les boissons, mais aussi les lois sur le divorce, tout ça, ça n'est pas le problème de la liberté, c'est le problème du droit qui doit également être constitué par le pouvoir législatif et l'application qui est donnée par les juridictions quand ils sont saisis. Donc ne mélangeons pas tout, parce que ça n'a, à mon avis, strictement aucun sens. Alors le problème des libertés, c'est un problème fondamental, et Montesquieu avait tout à fait raison. Rousseau et Voltaire ont exprimé leur propre système, qui est relativement proche, sous réserve de détails, et la possibilité pour le pouvoir législatif, le judiciaire, de pouvoir exercer des contrôles par rapport à la situation de l'équilibre entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, je voudrais, à titre indicatif, et avant de rentrer complètement dans le système de ce débat, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, il y a des choses qui sont dans l'état du droit qui posent des problèmes, sur les problèmes de sortie du territoire, sur un certain nombre de sujets, mais ça n'est pas ça l'état du droit. L'état du droit, c'est l'équilibre entre les trois éléments, entre, je le répète indéfiniment, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Merci Jean Weil. Et donc quand on parle état du droit, on pense bien sûr à celui qui est chargé de l'appliquer au quotidien, aux magistrats. Valérie Odile. Merci. Donc, effectivement, appliquer les droits au quotidien, c'est appliquer un produit, c'est le produit de l'état de droit, le produit de ce qui fait l'équilibre des forces. Et c'est un exercice extrêmement difficile. Effectivement, je ne peux que rebondir sur ce qui vient d'être dit. Quand on confond les droits
et l'état de droit, on refuse toute possibilité de modification et on est susceptible de se heurter à de l'incompréhension. Ce qu'on constate dans les juridictions aujourd'hui et ce qu'on constate aussi dans les sondages, c'est qu'il y a deux reproches principaux qui sont faits aux magistrats. Le premier reproche, c'est la lenteur, et le deuxième reproche, c'est l'incompréhension. Ces deux reproches qui sont faits donnent lieu à des modifications législatives et on peut parler de l'état du droit et de l'état des droits. Et vous-même, en tant que responsable juridique, responsable dans des entreprises, ce que vous recherchez particulièrement, c'est la clarté, la transparence et la sécurité juridique pour pouvoir faire des choix. Et nous, ce qu'on constate dans les juridictions, c'est que le droit évolue sans cesse, que les projets de loi défilent à une vitesse incroyable et que nous sommes soumis à cette pression de l'intranquillité et de l'instabilité. L'état de droit, c'est ce qui nous permet de travailler. L'état de droit, c'est effectivement cet équilibre entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et l'état de droit, c'est aussi ce qui nous permet de rendre des décisions sans être victime de violences, de menaces ou de pression. Et les nouveaux items que nous devons prendre en considération, c'est effectivement la manière dont les choses se disent sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision en continu. Mais ça ne doit pas nous empêcher, donc effectivement, nous sommes une partie de l'état de droit quand nous exerçons le pouvoir judiciaire. Ce pouvoir judiciaire s'exerce au travers du parquet et du siège, vous savez. Ça ne doit pas, mais on ne peut pas, nous, en tant que magistrats, se réfugier derrière l'état de droit pour refuser de se remettre en question. J'ai lu, bien évidemment, l'ouvrage de Maître Spinozzi sur les lois qui sont susceptibles, l'état des droits qui évoluent, qui seraient susceptibles de mettre en cause l'état du droit. Mais les lois, ça se change assez facilement. Il suffit d'un changement de majorité, c'est très bien étudié dans le livre, qui peut intervenir à différents degrés. Mais nous avons quand même une responsabilité, en tant que magistrat, c'est celui de respecter notre serment, le serment que vous nous avez confié, et qui légitime cette autorité ou ce pouvoir judiciaire, on peut l'appeler comme la Constitution ou comme la réalité. Et c'est extrêmement important de rappeler ce devoir d'impartialité auquel je suis tenue, y compris aujourd'hui. Et on peut aussi s'interroger et interroger les choses quand des magistrats s'expriment sur des sujets politiques, sur des sujets électoraux ou sur des sujets qui peuvent participer de l'état des droits, tout en invoquant l'état de droit. Donc peut-être que nous devons remercier... ce sera peut-être une petite incursion non impartiale, le ministre de l'Intérieur d'avoir initié ce débat sur l'état de droit, l'état du droit et l'état des droits. Mais en tous les cas, je pense qu'effectivement, la différence que nous devons absolument avoir à l'esprit, c'est que l'état de droit s'impose à tous et que l'état du droit est le produit de force et le produit d'intérêt qui se règle au Parlement et en ce moment d'une manière particulièrement délicate compte tenu des équilibres politiques en présence. Tout à fait. Et tout ce sujet n'est pas, et vous venez très bien de le décrire, Madame Dervieux, n'est pas que théorique. Si on a commencé par là, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle. Et c'est quelque chose qui est tellement diffus aujourd'hui qu'il peut être... pour certains évanescents. Or, vous, juristes, et vous, en entreprise, vous en voyez, et vous ne le savez peut-être pas, mais vous en voyez les conséquences tous les jours, Martial, où il y a des conséquences économiques pour les entreprises et des traductions. Alors, Jean Weil parlait des 3 pouvoirs, mais il y en a 4 avec la presse, il y en a 5 avec les autorités administratives et les autorités de régulation. Donc tout ceci participe à l'état de droit ou l'état du droit. J'allais dire les deux, mon capitaine. Du point de vue de l'entreprise, et c'est aussi pour ça que le Cercle Montesquieu a voulu provoquer ce débat avec nos maîtres éminents qui sont sur cette table ronde, sur ce panel, chacun étant des experts de cette matière.
et puis quelqu'un qui représente l'État, la chancellerie, c'est important pour nous aussi tout ça d'avoir ce partage d'idées, parce que c'est aujourd'hui, alors que l'État de droit, dans cet équilibre dont parlait Maître Veil tout à l'heure entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, cet équilibre sacré, qui est une source de certitude, de sécurité, de prévisibilité de l'évolution de la règle pour les entreprises. C'est ça qui permet de faire de l'économie, c'est ça qui permet de développer une entreprise, de trouver des investisseurs, le cas échéant étrangers. Est-ce qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement investissent plus en France que dans d'autres pays communautaires? C'est une question, je n'ai pas toujours la réponse. On nous a parlé de Choose France il n'y a pas très longtemps avec 20 milliards d'euros, quand certains de nos voisins ont levé 100 milliards un mois avant. Donc 100 milliards, c'est beaucoup d'argent, 100 milliards, c'est encore un peu plus d'argent. Donc pourquoi les fonds vont plus dans les pays d'à côté et moins chez nous? Donc il y a peut-être aussi une petite incertitude. Donc l'état de droit, du point de vue de l'entreprise, c'est s'il fonctionne, ça permet d'avoir un état du droit qui nous permet d'appréhender les règles dans lesquelles nous allons nous projeter. Donc les deux, il y a des jeux de vases communicants entre l'état de droit et l'état du droit. Et aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que cet équilibre-là, entre les trois pouvoirs, était déjà un peu abîmé avec le quatrième pouvoir qui s'invite régulièrement dans l'état de droit, qui est la presse, qui est les médias, amplifié par les réseaux sociaux. J'ai des lunettes. Hein. Amplifié par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avant même que vous ayez pu être, pour parler un peu cavalièrement, jugé le nom de votre entreprise, c'est dans la presse, ou sur les réseaux sociaux, avant même peut-être que vous ayez commis une quelconque infraction. C'est ça le contexte des entreprises aujourd'hui. Et vous avez depuis une petite dizaine d'années un choc des conformités. Et là, un petit tableau qui est l'environnement réglementaire dans lequel travaille une entreprise française aujourd'hui. Vous avez à peu près là entre 10 et 15 autorités auxquelles doivent faire face ou se référer une entreprise qui travaille en France et en Europe. Toutes ces autorités procèdent toutes d'un ordre public de direction, toutes appliquent une loi qui renvoie au parquet national financier, et c'est ça le contexte dans lequel on travaille. Et ce pouvoir-là, pour beaucoup, ce sont des autorités administratives indépendantes, pas toutes, hein, il y a des administrations centrales, pas toutes, mais pour beaucoup, ce sont des autorités administratives indépendantes qui, ne serait-ce que quand vous faites du contentieux devant une autorité administrative, peuvent aussi s'exonérer des règles fondamentales du procès, par exemple. Les règles du contradictoire devant une autorité administrative ne sont pas tout à fait les mêmes, et Dieu sait si elles sont protectrices des intérêts de chacune des parties, et même de l'intérêt de la vérité dans un procès, qu'il soit commercial, civil, pénal. Devant une autorité administrative, ces règles, elles ne sont pas tout à fait aussi intransigeantes, ou appliquées de manière aussi intransigeante que par des magistrats professionnels. Toutes ces questions-là procèdent aussi de l'état de droit, et ça, c'est le contexte dans lequel une entreprise travaille. Et c'est ce pouvoir-là. Quand vous avez un déséquilibre du pouvoir, enfin, des trois pouvoirs dont on parlait, c'est pas un secret ou une vérité que de dire que ça ne fonctionne pas tout à fait bien en France depuis quelque temps. On a un effondrement du pouvoir exécutif et un effondrement depuis la dissolution du pouvoir législatif. Il y a un renforcement du pouvoir judiciaire, un renforcement du pouvoir de la presse, mais un renforcement du pouvoir des autorités de contrôle. C'est ça le sujet d'une entreprise. Alors quand vous prenez, pour prendre 3 exemples, l'autorité de la concurrence, la CNIL, l'autorité anticorruption, chacune a des dispositifs de conformité qu'elle demande à mettre en place aux entreprises, que les entreprises doivent digérer. Toutes ces procédures, des procédures parallèles, il faut faire des cartographies des risques, il faut mettre des procédures de contrôle interne, il faut mettre des dispositifs de lanceurs d'alerte, donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place en permanence, le réactualiser, mais vous pouvez embaucher des armées de conformistes. C'est ça le sujet d'une entreprise. Mais quand vous faites ça, vous ne développez pas votre entreprise. Donc l'incertitude de la règle aujourd'hui qui existe, les autorités de contrôle sont un garde-fou aussi de cette règle. Mais vous avez un bouleversement du jeu qui renvoie au-delà de l'état de droit à l'état du droit, qui est finalement la place du droit que l'entreprise doit accorder. Quelle est la place du droit dans l'entreprise, dans ce nouvel environnement? La place du droit dans l'entreprise, je pense que la preuve est faite par votre petit schéma. Je pense qu'elle est centrale. Et vous avez soulevé, et les intervenants jusqu'à présent ont dit 2 mots, et chacun l'a dit à un moment donné, 2 mots très importants qui sont prévisibilité et intangibilité. Est-ce que l'état de droit et pas l'état des droits, c'est pas justement de sacraliser certaines règles intangibles et qui permettent, quand on est confronté à ça,
d'avoir une certaine prévisibilité, Patrice Spinozzi? Alors, ce qui est certain, c'est que pour qu'une démocratie fonctionne bien et que les entreprises puissent bien fonctionner, tout le monde a besoin de prévisibilité juridique. C'est-à-dire que je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire que pour qu'il y ait un environnement économique stable, il faut une législation stable. Cette question, elle touche, comme vous l'avez parfaitement dit, à la fois à l'état du droit et à l'état de droit. Elle touche à l'état du droit parce que, en réalité, indifféremment des problématiques des grandes libertés, si on a des modifications qui sont des modifications législatives qui sont constantes et une absence de permanence de la règle, en particulier économique, ça fait fuir les investisseurs parce qu'on ne sait plus sur quel pied danser. Voilà. Et ça, ce qui est vrai, c'est que vous avez évoqué les autorités administratives indépendantes. Les autorités administratives indépendantes aujourd'hui ont un rôle essentiel dans tous les secteurs régulés. Et il y a une incertitude parce qu'il y a un certain nombre, il y a l'utilisation beaucoup du droit souple avec des notions qui sont relativement lâches et en réalité que les autorités administratives définissent un peu au gré de leur dossier, et ce, indifféremment des recours qu'on est susceptible de pouvoir exercer, parce que, en tant qu'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, moi j'interviens pas mal dans les secteurs régulés, et effectivement, aussi bien la Cour de cassation que le Conseil d'État ont tendance à être très confiantes à l'égard de l'interprétation qui peut être faite des règles par les autorités administratives indépendantes. Donc ça, c'est une réalité certaine. Après, si on se situe, je dirais, en amont de l'état du droit et qu'on monte à l'état de droit, c'est encore pire. C'est-à-dire que si on porte atteinte à l'état de droit, si on porte atteinte à la stricte séparation des pouvoirs qu'évoquait Jean Weigl, à partir du moment où, c'est le cas dans certaines démocraties justement dites illibérales, d'un seul coup vous avez un pouvoir qui, et le plus souvent le pouvoir exécutif, qui va prendre des décisions tout seul, en refusant d'appliquer les règles du jeu qui ont toujours existé, eh bien d'un seul coup, il y a une incertitude institutionnelle qui est extrêmement forte. Et ça crée une perturbation pour nos libertés, mais ça crée aussi des perturbations économiques. Et on le voit, l'exemple quand même le plus marquant, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis, grande démocratie, grande économie, où on voit le président Trump imposer des décisions de façon totalement unilatérale et arbitraire, entrer en guerre contre les juges, on en parlera, qui s'opposent à son action, et qui d'un seul coup crée une instabilité du droit, de l'état de droit, et donc une instabilité économique qui se ressent sur les marchés aujourd'hui. Donc on voit bien ce risque important, à mon avis, de ce que, si on porte atteinte à l'état du droit, non seulement on porte atteinte à la démocratie au sens général, mais aussi on porte atteinte au contexte qui est le contexte économique, démocratique, qui a été celui de l'Occident jusqu'à présent. Effectivement, tout se tient, aurait dit une ex-candidate à la présidentielle, mais dans ce contexte mouvant, ça, c'est une évidence, mais surtout qui porte un certain nombre de dangers. Vous, juriste, directeur juridique, directrice juridique, avocate, quel doit être votre rôle, c'est quoi, en fait, au sein de l'entreprise, Martial Young? On passera aux avocats après. Le rôle, il change tous les matins, mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Maître Spinozzi, l'incertitude, on l'a vécu il n'y a pas très longtemps pour les entreprises, quand le budget de la France n'est pas voté. Ça veut dire que le prélèvement d'impôts n'est pas voté, mais ça veut dire aussi la capacité de l'État à dépenser n'est pas votée. C'est-à-dire qu'on suspend tous les appels d'offres de marché public qui sont aussi une rémunération d'un business pour les entreprises, et quand la règle fiscale qui va s'appliquer n'est pas nette. Moi, je suis dans un groupe familial où la loi Dutreil protège les groupes patrimoniaux, familiaux. Quand vous avez aujourd'hui quasiment tous les jours un amendement pour le prochain budget sur la loi Dutreil avec des idées toutes les plus farfelues les unes que les autres, c'est quasiment le concours Lépine de la loi Dutreil qui est en train de sortir en ce moment, avec les amendements les plus populistes qui existent. Quand vous êtes une entreprise franco-française qui doit investir en France, qui investit des milliards d'euros sur des réseaux d'infrastructures fibre, il y a un moment, vous posez le stylo. Vous n'embauchez plus, vous n'investissez plus, ou en tout cas, vous retardez les décisions d'investissement. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Cette insécurité-là est très perturbatrice sur le fonctionnement de l'économie, mais de manière extrêmement concrète. Alors là, le rôle du juriste dans tout ça, avec ce choc des conformités dont on parlait tout à l'heure, on nous a obligés à pivoter. L'état de droit étant un peu modifié, j'allais dire bouleversé, mais modifié par ces autorités de contrôle. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose?
chacun aura probablement un avis. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, que je fais ma carrière sur ce sujet-là depuis des années. Donc, je trouve ça très bien, moi, les autorités de contrôle. Quand on fait du contentieux régulatory, c'est très bien, les autorités de contrôle. C'est une manne de contentieux pour les avocats et les juristes d'entreprise remarquable. Mais c'est presque un jeu, au final. Mais quand on raisonne comme ça, le rôle du juriste, il y a 25 ans, essentiellement, 80% de notre métier, il y avait un peu de pénal de conso, un peu de pénal attaché à des infractions white collar, des abus de biens sociaux, des choses comme ça, de patrons d'entreprise, c'était extrêmement rare, on n'en parlait pas, ça sortait pas forcément dans la presse en plus. Mais le rôle du juriste, 80%, c'était de gérer du risque indemnitaire, à l'occasion de la négociation d'un contrat, de la sortie d'un contrat, de l'inexécution d'un contrat, quelle que soit la forme du contrat, un rachat d'entreprise, un contrat de prestation de service, un contrat client. C'était ça notre métier. Et un juriste qui venait nous voir dans nos équipes en disant on n'a pas le droit de faire ça, généralement on ne restait pas très longtemps dans l'équipe. On demandait d'être un peu plus malin que ça, peut-être un peu plus astucieux, de proposer une solution qui était un tout petit peu border avec la règle absolue, mais on était sur du risque indemnitaire. Avec ce choc de conformité, ce sujet du risque indemnitaire n'a pas disparu, mais notre positionnement de juriste d'entreprise a fondamentalement changé. Notre boulot, c'est d'abord d'alerter nos patrons sur ce qu'ils peuvent et ne peuvent plus faire. Toutes ces autorités dont on parlait, ce choc de conformité qui est communautaire, qui est européen, pour beaucoup viennent, en plus ces normes des États-Unis, relèvent toutes d'un ordre public de direction, on en parlait déjà ce matin, ne laissent pas du tout la possibilité de se dire je vais appliquer la loi un peu. Comme c'est un ordre public de direction, on n'applique pas la loi un peu, on l'applique, la loi, c'est tout. Et le rôle du juriste, c'est d'abord d'être un régulateur interne. C'est le vrai interlocuteur des autorités de contrôle aujourd'hui. Et dans beaucoup de nos entreprises, le premier lanceur d'alerte vers les autorités de contrôle, y compris vers le parquet, c'est la direction juridique. Qui va appeler le parquet, qui va appeler une autorité en disant « j'ai constaté cette infraction-là ». J'ai constaté ça, comment on fait? Depuis toutes les procédures de CJ. Bien sûr, on signale, on est obligé de le signaler, on en a connaissance, donc on est obligé de le signaler. Ça bouleverse un peu la donne, mais d'être un régulateur interne, quand je vous parlais de la place du droit dans l'entreprise, ça oblige les directions juridiques à repenser leur métier. Et ça va probablement, dans le temps, influer encore plus le positionnement de la direction juridique, parce qu'il est très probable que dans les 10-15 ans qui viennent, on est sur un mouvement assez lent, mais qui est réel, que le directeur juridique ne pourra plus dépendre demain du directeur général, devra dépendre probablement d'un conseil d'administration pour être au même niveau que le directeur général. C'est ce qui se produit dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis. C'est ce qui se produit dans la banque en France aujourd'hui. Tous les groupes bancaires, le General Counsel reporte plutôt au conseil d'administration parce que les enjeux de conformité ont pris le dessus sur le reste. Donc c'est ça le mouvement, mais ça veut dire que la place du juriste d'entreprise, moi je parie sur le fait que dans 10-15 ans, on se posera la question, je ne dis pas qu'on y répondra de manière positive, de savoir si le juriste d'entreprise n'est pas un auxiliaire de justice un peu particulier, parce que ce sera le principal interlocuteur et répondant aux autorités de contrôle. C'est tout à fait exact. Si je peux faire part de ma petite expérience de journaliste, d'ex-docteur en droit à passer journaliste, il y a donc 25 ans, pardon, le rôle du directeur juridique, je me souviens de débats avec l'association des juristes d'entreprise, la FJE, où c'était assez mouvementé sur la place du juriste. Il a déjà pris beaucoup de place, parce que à l'époque, c'était de dire oui, mais alors quand même, c'est le directeur financier qui est au-dessus de nous, etc. Maintenant, il y a peu d'entreprises où on se pose vraiment la question. Maintenant, l'enjeu, c'est COMEX, pas COMEX, et vous soulignez le danger des changements législatifs ou des autorités, mais il faut dire aussi de la presse, parce que c'est pas un secret, hein, c'est un secret pour personne, on finit toujours par savoir. Sachez-le, on finit toujours par savoir. Ça finit toujours par sortir. C'est pas vrai. Aujourd'hui, vous pouvez plus être caché. Voilà. Là, c'est dit. Voilà. Vous pouvez être en colère, mais c'est comme ça. Et parce que la presse se nourrit de plein de choses, des réseaux sociaux, des syndicats, des magistrats, des juristes d'entreprise, etc. Tout le monde participe à ça. Et les réseaux sociaux sont un formidable capteur d'ambiance. Et quand on voit un sujet monter, on le sait avant. Et l'entreprise le sait aussi. Quand elle voit les sujets MeToo, etc., ou gender monter, elle le sait. C'est pas que de la conformité. À mes étudiants à Assas, les étudiants, je leur fais souvent
parce qu'il y a un vrai sujet. Là. Alors, fait souvent 2 cercles que me faisait Guy Carcassonne quand il était encore enseignant à Nanterre. Il nous faisait 2 cercles. Un premier cercle, il fait voilà, ça c'est le droit. Et un deuxième cercle, il fait voilà, ça c'est la morale. Entre les 2 cercles, il y avait un mince filet, un très mince filet, pour nous expliquer que le droit n'était pas obligatoirement moral, mais que la morale, c'était pas du droit. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les réseaux sociaux? C'est justement qu'il y a une porosité, et même à mes étudiants qui sont quand même un Master 2 à Assas, je vous assure qu'il faut que je prenne du temps pour leur expliquer que non, quand c'est prescrit, c'est prescrit. Et que c'est de la morale, mais c'est plus du droit. Donc c'est pour ça que le rôle des juristes d'entreprise est formidable en tant que capteur de ça, mais le rôle des avocats aussi, Jean-Baptiste Lavaudière. Tout à fait. Et il faut pouvoir continuer à faire du business. Je ne suis pas sûr que ce soit dans 10-15 ans. Je pense qu'on y est déjà. Enfin, de plus en plus, on voit des clients, des directeurs juridiques qui ont vraiment l'approche, le statut de Chief Legal Officer et qui sont plus là pour donner des solutions juridiques à des problèmes juridiques, mais qui sont là également pour aider à faire des choix stratégiques. Et bien évidemment, l'avocat, il est là pour aider à faire les bons choix. Alors, en tant qu'associé d'un cabinet américain, il y a, de ce point de vue-là... Ryan Cave, pardon. Non. C'est marqué dessus. C'est bien, je fais même plus beau passage. Il y a un sujet quand même qui interpelle au regard de l'état de droit, c'est que on a beaucoup parlé de ces executive orders contre des cabinets américains. Certains qui ont pris l'initiative, sans même faire l'objet d'executive orders, de passer un deal avec l'administration Trump. Et pour moi, ça rappelle aussi bien au directeur juridique qu'à l'avocat que pour s'en sortir, il faut encore avoir foi en l'état de droit, l'état du droit, parce que la suite a montré, avec les différentes décisions d'invalidation des tribunaux, on verra la suite, mais qu'il y avait une alternative judiciaire, en tout cas pour l'instant. Après, beaucoup de menaces, on peut être encore on doit être vigilant, inquiet, mais il demeure que ces décisions d'invalidation, elles ont été rendues dans des délais records, elles sont très claires, elles font plus de 100 pages. Je ne suis pas un avocat de droit américain, mais en les lisant, on se dit, bon, quel que soit le nombre de conservateurs qui se trouvent au sein de la Cour suprême, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué pour remettre en cause, pour remettre tout ça à plat. Merci beaucoup. Merci. Et donc, deuxième avocat autour... Oui, mais avocat français. Pardon? Avocat français, pas avocat. Je suis français, moi, madame. Non. Non, mais je suis très surpris de ce que vous parlez, de ce dont ce que vous évoquez. Vous n'avez pas parlé du citoyen, celui qui vote, qui décide des parlementaires qui vont voter les textes et qui éventuellement vont faire la révolution. Et puis vous n'avez pas pris en considération le Conseil constitutionnel et qui éventuellement modifie les choses. Ça trouve un équilibre, tout cela. Et il suffit de voir, au fond, une absence de majorité pour voir qu'on ne peut pas avoir des textes de loi. Et d'ailleurs, Monsieur Spinesi, notre confrère, bien qu'avocat au Conseil, il a très bien expliqué l'autre jour à la télévision le fait qu'il y avait des extrêmes à droite, à gauche, chez les centristes, et que mais la démocratie, c'est aussi l'électorat. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est important. Beaucoup plus important. Oui, mais c'est un argument aussi des illibéraux, si je peux dire. J'ai pas dit que c'était bien, j'ai dit que c'était important. Parce que je suis sûr, donc j'ai le droit. Non, mais attendez. Vox Populi. Mais vous avez le droit de déménager si vous plaisez plus à la France.
Et qu'il y a 70% des Français qui veulent tel ou tel texte, ou tel... Et les parlementaires accepteront, le gouvernement acceptera, et les magistrats, ils feront partie aussi des 70%. Et par conséquent, penser à la démocratie, c'est quand même un élément essentiel de nos pays et de nos États. Oui, mais quand elle est menacée justement par... Il y a des gens qui s'en vont. Oui, je pense pas que ce soit une solution. J'ai pas dit que c'était une solution. Je dis que vous n'avez pas parlé du problème de l'électorat et de la politique. Jean-Veil, on va y venir, c'est prévu. Je pense que c'est très important. Vous avez pris un petit peu d'avance sur le déroulé de la table ronde. On va y venir. Parce que justement, dans ce que vous décrivez, il y a une place quand même qui reste, quoi qu'on en dise. Un rempart, c'est le rôle du juge. Oui, heureusement. Oui, non, mais je pose la question au juge. Là. Pardon, ça marche, oui. Je suis très honorée d'être qualifiée de rempart, ça fait toujours plaisir. Donc le juge, il est multiple, hein. Vous avez le juge judiciaire, le juge administratif, le conseil constitutionnel avec le développement de la question prioritaire de constitutionnalité qui est extrêmement important justement pour pouvoir exercer un contrôle sur des textes ou des mesures qui n'avaient pas été soumis au préalable au Conseil par les parlementaires, et je crois que Maître Spinozzi est un spécialiste par ses nombreuses interventions au Conseil constitutionnel. C'est effectivement très important, c'est-à-dire la structure, les murs porteurs, finalement, l'état de droit, ce sont nos murs porteurs, donc on porte atteinte aux murs porteurs, il y a tout est déséquilibré, et puis c'est très important aussi de parler des électeurs, c'est ce que je disais tout à l'heure en disant la confiance. Donc en fait, on a, les juristes dans les entreprises, ils évaluent, ils conseillent, ils sont des sortes d'actuaires juridiques de la complexité, si j'ose dire, avec les aléas, l'évaluation, etc. Les magistrats, chacun dans leur domaine, essayent d'appliquer la loi, mais sont confrontés exactement à la même difficulté avec cette multiplicité de la loi, cette instabilité de la loi et cette évolution aussi de la jurisprudence. Moi, je ne rends pas une décision en jetant un petit coup d'œil sur la Cour de cassation pour savoir s'il n'y a pas eu un revirement qui m'aurait échappé. Et ce qui est particulier, c'est dans notre droit, qui est un droit écrit, l'introduction de notions anglo-saxonnes et notamment cette notion de proportionnalité. C'est comme tout à l'heure, je disais qu'il faut aussi se regarder soi-même en disant on est tenu par une impartialité, et je crois que le pouvoir qu'a compris les cours suprêmes, donc pas moi, moi je suis un juge de base, j'essaye de faire mon job, en utilisant ces notions de proportionnalité et ces notions aussi qui font partie, qui ont été intégrées au fur et à mesure, comme la notion de fraternité, dans les décisions, peuvent donner l'impression qu'on ne contrôle plus. Donc c'est justifié par la hiérarchie des normes, mais ça donne aussi lieu ça peut aussi donner lieu à des critiques parce qu'on se dit mais ils ont pris le pouvoir. Donc c'est tout le débat qui fait que vous, les actuaires du risque de l'entreprise, vous vous demandez comment gérer la multiplicité des normes, le droit mou, le droit dur, souple, je ne sais pas comment on appelle, ça dépend des fois. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien le droit mou parce que en fait, c'est un peu ça. Et donc, les arbitrages qui sont rendus, qui sont des arbitrages économiques. Mais je lisais là dans de conversation un dernier article qui est très récent sur l'état de droit. Et on parle aussi des différents intérêts en présence en France. On a une particularité qui est vraiment spécifique, c'est la place des associations qui peuvent se constituer partie civile et qui peuvent mettre en mouvement la machine judiciaire, faire des demandes. Et cette place qui est extrêmement importante, mais qui peut être bridée aussi de temps en temps, est aussi, d'une certaine manière, un risque qui peut être difficile à évaluer. Donc, je n'irai pas plus loin, je suis sûre qu'il y a plein de choses. Oui. J'ai d'autres questions, parce que vous parlez du rôle des associations, mais le parquet, Martineau le disait, le parquet est proactif aussi maintenant, beaucoup plus qu'il ne l'était. Le parquet, c'est quand même ce qu'il y a en tant que magistrat et en tant que praticien, c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Parce que, j'y suis plus, mais bon, voilà, je constate. Parce qu'en fait, on pense toujours... moi, je fais passer... j'entraîne des étudiants pour préparer des concours
et les examens, notamment le concours de la magistrature. Et on leur pose toujours la question suivante, et vous vous voyez où dans 5 ans? Alors soit ils disent, je me vois au parquet parce que j'aime bien le collectif, ou soit ils me disent, je veux aller au siège parce que je veux prendre des décisions. Donc dans les deux cas, c'est mauvais, c'est faux, parce que, en fait, c'est le parquet qui prend le plus de décisions, clairement. C'est le parquet qui décide de l'orientation des affaires. C'est le parquet qui dirige, quand il n'y a pas de juge d'instruction, et c'est quand même 95% des cas, qui dirige les investigations. On a le parquet civil, on a le parquet pénal, on a des parquets nationaux, on a des parquets environnement, santé publique. Et je pense que l'environnement, en ce moment, c'est quand même pas mal d'actualité. Et donc, le parquet qui est en connexion donc, avec ses autorités administratives indépendantes, qui prend des décisions et qui maintenant fait de l'alternative aux poursuites ou de l'alternative au jugement. L'alternative aux poursuites, c'est la CRPC. L'alternative, c'est la Convention judiciaire d'intérêt public, et au jugement, c'est la CRPC, a un pouvoir extraordinaire. Et vous avez le pouvoir, d'abord, il y a le pouvoir de dire non, c'est déjà pas mal. Il y a le pouvoir de dire oui, on y va, c'est pas mal. Et dans les négociations, j'en avais parlé avec M. Bonert, donc, qui est le procureur financier, dans les négociations qui ont lieu, par exemple, sur les conventions judiciaires d'intérêt public, c'est un nouveau rôle, en lien avec les avocats et en lien avec les conseillers juridiques, qui est assez extraordinaire. Et ces alternatives aux poursuites, au jugement, que certains contestent, là en ce moment on parle de l'extension de la CRPC, par exemple, à la matière criminelle, ou de la nécessité de mieux contrôler les conventions judiciaires d'intérêt public en matière environnementale suite à l'affaire, la convention Nestlé. Là, vous avez vraiment un rôle extrêmement important de conseil d'évaluation et de négociation, me semble-t-il, même si certains hurlent en disant qu'il n'y a pas de négociation en droit pénal et que c'est contraire à l'état de droit, qui peut permettre de faire évoluer le droit et de faire évoluer les pratiques. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Merci, mais ça fait évoluer le rôle du juriste d'entreprise, très certainement, mais ça fait aussi évoluer le rôle de l'avocat, qui devient un négociateur aussi. Oui, tout à fait. Parce que cette imprévisibilité, il faut la gérer. Il faut la gérer. Et de plus en plus, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les solutions, les arbitrages qui doivent être faits en tant que directeur juridique doivent prendre en compte des considérations qui sont malheureusement pas nécessairement liées à l'état du droit. Donc il faut trouver des solutions pratiques. Moi, dans mon domaine, fusion-acquisition, les tarifs douaniers, il y a quelques mois, on cherchait à trouver, à prévoir. J'appelais mes associés aux États-Unis en leur disant comment tu vois les choses évoluer, s'il y a des recours, comment ça va fonctionner. Ça marche pas. On est obligé de faire avec, et aujourd'hui, ce que je recommande à mes clients, c'est des clauses d'earn-out, d'ajustement de prix en fonction des performances futures, donc qui vont prendre en compte ces questions l'aléa lié au tarif douanier. Oui. Mais dans ce contexte, on a quand même aussi, le rempart du juge, mais Jean Weigle le disait, mais le Conseil constitutionnel et en général les cours suprêmes, Patrice Spinozzi. Oui, je pense que dans l'autorité judiciaire au sens large, qui est effectivement, comme vous le disiez, un des piliers de l'état de droit, il y a une place particulière pour les cours suprêmes parce que ce sont elles qui interprètent le droit et ce sont elles qui sont les premières mises en cause lorsqu'il va y avoir des évolutions jurisprudentielles qui touchent à des questions sociales, comme on a pu le voir lorsque le Conseil constitutionnel. Alors ce qui est bien, c'est que chacun Conseil constitutionnel, quand il invalide la loi sur les retraites, on a l'impression que il est composé uniquement de gens de gauche, et quand il invalide la loi sur l'immigration, alors là, il est composé à l'inverse uniquement de gens de l'autre bord. Donc ce qui est bien, si vous voulez, c'est que chacun projette toujours sur le juge un modèle politique qui est un modèle le plus souvent fantasmé, mais qui sert l'intérêt politique de ceux qui veulent déstabiliser les magistrats. Un mot sur les cours suprêmes. Les cours suprêmes, donc c'est la Cour de cassation, c'est le Conseil d'État, c'est le Conseil constitutionnel, en tout cas en France.
Et au niveau européen, c'est la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union. Ce sont systématiquement les cibles des attaques des populistes. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une démocratie dite illibérale ou des populistes qui arrivent au pouvoir, ou qui cherchent à arriver au pouvoir, ils vont systématiquement mettre en cause les juges et en particulier les cours suprêmes. Et ils vont, c'est ce qui s'est passé en Hongrie, c'est ce qui s'est passé en Pologne, et c'est ce qui est actuellement en train de se passer aux États-Unis. Effectivement, aux États-Unis, il y a un certain nombre de juges qui s'opposent à des executive orders de l'administration Trump. Ils sont vilipendés. Il y a une tension qui est créée actuellement par l'exécutif sur le judiciaire qui n'a jamais existé aux États-Unis. Il y a un juge fédéral qui a été arrêté, c'est incroyable quand on peut y penser, parce qu'il s'était opposé à l'expulsion d'un ressortissant étranger. Vous avez le cas Alberto Garcia, qui est un Salvadorien, qui a été renvoyé par l'administration Trump au Salvador, alors qu'il est acquis par l'administration elle-même que c'est une erreur, hein, c'est Brésil en fait, hein, c'est une erreur qui a été commise, et une décision de la Cour suprême qui dit qu'il faut récupérer cet homme qui n'aurait pas dû être expulsé, et l'administration qui dit non, je refuserai de faire application de la décision de la Cour suprême, avec une opposition de l'exécutif à la décision de la Cour suprême. Bon. Donc, on voit bien qu'il y a cette pression, il y a ce danger-là, qui risque évidemment d'arriver chez nous de la même manière si demain il y avait un gouvernement populiste qui arrivait au pouvoir, qu'il s'agisse encore une fois du RN, qu'il s'agisse de la LFI ou de ce qui est susceptible de pouvoir apparaître dans les 2 prochaines années. Mais il faut savoir que nos juridictions, elles sont fortes, il y a une indépendance qui existe. Néanmoins, elles sont susceptibles d'abord d'être fragilisées par les critiques dont elles feraient l'objet véhémente et violente, dont on a pu avoir un vague aperçu avec la décision qui a été rendue à l'encontre de Marine Le Pen et la vague de critiques que ça a pu susciter. Mais surtout, le système habituel des populistes, c'est d'essayer de circonvenir ces juridictions suprêmes en les noyautant. Et il y a un risque, par exemple, si on prend le Conseil constitutionnel, le mode de nomination des membres au Conseil constitutionnel, il est essentiellement politique. 2027, c'est les prochaines élections du président de la République, admettons, populiste, avec dans la foulée un président de l'Assemblée nationale populiste. 2028, premier renouvellement. Et vous avez déjà 2 nouveaux membres du Conseil constitutionnel qui auront été désignés par le président de la République et le président de l'Assemblée, qui seront des leaders populistes. Et puis, 3 ans après, 2031, 2e renouvellement, avec encore au moins 2 nouveaux membres du Conseil constitutionnel, voire 3, si entre-temps le Sénat est passé aux mains des populistes. Et ça veut dire quand même, c'est quand même assez vertigineux, c'est que 4 ans après l'arrivée au pouvoir d'une majorité populiste, il est théoriquement possible que la majorité du Conseil constitutionnel, 5 membres contre 4, aient été désignés par les populistes. Et ça ne va pas être des gens... Enfin, les gens qui vont être désignés par les populistes, ce n'est pas des gens stupides. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont parfaitement structurés, parfaitement intelligents, qui sont là pour proposer un modèle alternatif à l'état de droit. Voilà. Et ça, c'est une réalité d'un risque. Ce que j'évoque dans le livre, on parle du Conseil d'État. Il faut savoir que le vice-président du Conseil d'État, il est désigné par le président de la République. Voilà. Donc, le jour où il y a un président de la République populiste, il attend que le vice-président du Conseil d'État ne soit plus soit à la retraite, et il va désigner quelqu'un au sein du Conseil d'État qui est acquis à ses idées. Et évidemment, ça aura des incidences nécessaires sur l'état de la jurisprudence et sur la nature du contrôle qui est susceptible d'être exercé à ce moment-là. Donc, il y a ce risque, en tout cas, force des juridictions, mais on a besoin de les préserver aujourd'hui et de leur garantir au maximum de notre soutien pour éviter que ce type de dérapage ne puisse intervenir dans le temps. Merci Patrice Finoy. Donc on le voit bien, le danger, il est non seulement à nos portes physiquement en Europe, mais il est aussi à nos portes dans les mentalités. Et ce que dit Maître Spinozzi est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se préparent, et penser que les gens qui réfléchissent aujourd'hui au niveau des populistes sont des joyeux zozos qui ne savent pas ce qu'est un contrat et qui n'ont jamais lu Carbonnier, c'est totalement faux. Des gens qui sont dangereux parce qu'ils ont une grande culture juridique, très grande culture juridique. Je parle aux avocats, vous savez bien que le grand ténor, il y a quelques années, était
n'était pas spécialement à gauche. Donc, on a quand même l'exemple de ce qui est en train de se passer sous nos yeux, aux États-Unis. Et j'aurais voulu votre retour d'expérience, M. Labaudière. Le sujet aujourd'hui, c'est que on voit clairement que l'état de droit traverse les frontières. Et qu'on le veuille ou non, quelle que soit la position en tant que juriste qu'on peut avoir par rapport à certaines manifestations de cette gouvernement Trump dans le monde, en France, on est obligé de faire avec. C'est-à-dire, même si en qualité de juriste, il n'y a pas d'extraterritorialité juridique qui puisse être reconnue, on est obligé de faire avec une situation de frais. Comment ? Extraterritorialité juridique, alors quoique, mais enfin un exemple concret, c'est ces fameuses lettres de l'ambassade qui avaient été adressées à un certain nombre de sociétés françaises. Strictement parlé, les entreprises françaises n'avaient pas à se conformer aux droits américains en matière de non-discrimination à l'emploi. Cela dit, si vous avez des contrats avec le gouvernement américain, si vous avez des intérêts aux États-Unis, si vous participez à des appels d'offres publics aux États-Unis et ailleurs, vous n'avez pas d'autre choix que de reconnaître d'une certaine façon cette extraterritorialité de fait. Mais vous vous mettez en contradiction avec le droit français à ce moment-là ? Pas forcément, parce que, en l'occurrence, c'est à chaque fois une analyse fine qui doit être faite, mais très très fine. Très fine, mais c'est pour ça qu'il y a des avocats pour aider à faire ce type d'arbitrage. Mais en l'occurrence, s'agissant de ces lettres, moi je pense qu'il fallait y répondre. Il fallait y répondre, même si... pourquoi il fallait y répondre pour la raison de fait que j'évoquais, mais aussi tout simplement, alors, qu'on le veuille ou non, même si ces lettres n'étaient pas sous en tête de l'ambassade américaine, si elles étaient truffées de fautes d'orthographe, elles ne faisaient que rappeler les règles de non-discrimination américaine. Je ne fais pas de la politique, c'est le Civil Rights Act de 1964, il interdit la discrimination. La loi française, elle n'est pas très différente. Donc, en opportunité, dans l'intérêt social de la société, je pense que, en tout cas, ce que j'aurais recommandé à mon client, c'est de répondre et de confirmer qu'il se conforme bien à la réglementation française, qui, elle, interdit toute forme de discrimination à l'emploi. Modulo quelques exceptions de quotas pour les personnes handicapées, etc. Enfin, la loi Vexin et d'autres règles du Code du travail. Mais en substance, la règle est in fine la même. Vous êtes d'accord, Marcel Aude ? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que si on parle de cette espèce d'universalité de l'état de droit, je ne sais pas si ça existe, l'université, je laisserai Maître Spinozzi en parler mieux que moi, mais je pense qu'en tous les cas, il y a une certaine universalité, notamment appliquée par les entreprises, des droits attachés à la personne. Et la RSE est un formidable accélérateur de ce principe-là. Quand vous êtes dans une démarche RSE de certification auprès d'organismes comme EcoVadis, le Pacte mondial ou Great Place to Work, vous faites des enquêtes auprès de vos salariés pour avoir une note Great Place to Work qui va permettre d'améliorer votre capacité à obtenir des prêts impact de vos banques ou de répondre à des appels d'offres auprès des appels d'offres marché public, par exemple. Ça, ce sont des sujets. Vous avez des obligations de conformité attachées aux droits de la personne. Vous devez vérifier que votre chaîne de sous-traitance, vous avez une démarche d'achat éthique et vous devez vérifier qu'il n'y a pas des sous-traitants dans votre chaîne de sous-traitance qui font travailler des enfants à l'autre bout du monde, que les principes d'égalité hommes-femmes sont bien respectés. Donc je pense qu'on va vers une certaine universalité, en tous les cas dans nos économies modernes, et la RSE est un accélérateur de ce principe-là, des droits attachés à la personne qui sont des droits fondamentaux et qui relèvent ou qui procèdent de l'état de droit. Ça, c'est une réalité que l'on vit dans les entreprises aujourd'hui.
Ça, c'est vrai. L'état de droit, maintenant, je pense qu'il y a autant d'états de droit que d'États, moi. Peut-être de continents, on va dire, à l'échelle de l'Union européenne, on peut considérer qu'il y a un état de droit à l'échelle de l'Union européenne. Peut-être qu'il est imparfait, peut-être qu'il ne fonctionne pas bien. Je suis très sensible à ce que disait Maître Veil tout à l'heure sur l'élection. Je crois que surtout, moi, je pense qu'il y a un besoin de réappropriation par tous les acteurs du droit, y compris les juristes d'entreprise, de ce qu'est l'état de droit, si on veut être satisfait de l'état du droit. Il faut qu'on se réapproprie un petit peu le sujet, qu'on soit des acteurs et non plus spectateurs. Les entreprises font leur rôle à jouer, les avocats au premier chef évidemment, les magistrats n'en parlons pas. Mais je pense que tout le monde, tous les acteurs du droit, sont certes des citoyens, les entreprises sont des citoyennes aussi, elles payent des impôts, elles ne votent pas mais elles payent des impôts, ont un rôle à jouer, et on a un rôle critique à jouer. Merci. Et sur Jean-Jacques, vous venez de... Vinciane Lahoud vient de rappeler ce que vous aviez dit sur ce rôle de l'avocat ou l'état de droit universel ou pas. Quelle est votre expérience? Je n'étais pas né en 1780. Ouais. Donc voilà, je pense qu'un certain nombre de pays devraient, notamment en Europe, qui a beaucoup faibli ces dernières années, mais bon, je regrette qu'effectivement un certain nombre de faiblesses soient modifiées par des régimes qui sont votés par les électeurs, mais en même temps, ils ont voté. Et par conséquent, on ne peut pas constater une situation qui soit différente de ce que les citoyens votent, ou alors il faut se dire qu'on arrête de vivre comme ça. Les grands-pères voteront pour l'ensemble des familles, et puis on changera le système législatif. Voilà. Oui, mais on parlait du rôle de conseil de l'avocat, monsieur Lavotière l'a abordé, Martial vous l'a enrichi dessus. Est-ce que ce rôle de conseil, mais aussi de négociateur, n'est pas en train, lui aussi, de changer de dimension? Moi, je pense que la situation de difficulté du système juridique judiciaire français fait que de plus en plus, les avocats essayent de trouver des accords transactionnels et de régler les problèmes entre eux. Je trouve que c'est un assez bon système, pas simplement dans le droit des familles, mais aussi, alors il y a le droit pénal, oublions le droit pénal encore que, mais le droit des affaires, effectivement, dans un certain nombre de situations, il vaut mieux avoir une transaction qu'une procédure qui dure 5 ans et qui nécessite le paiement d'honoraires souvent excessifs pour être versés aux avocats. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, c'est moi. Je le dis. Mais dans ce rôle de négociation, on a parlé de dialogue des deux côtés de l'Atlantique, mais est-ce qu'il y a aussi un dialogue des juges? Il faut leur demander à eux. Ben, voilà, mais non, mais c'était pas une question Pour moi. Non, c'est pas ça pour toi. Oui, enfin, mieux vaut un mauvais accord qu'un procès. Vous êtes un bon accord qu'un mauvais procès, ou un bon accord qu'un bon procès, le temps, le délai raisonnable, l'affaire de la chaufferie de la défense. Bien évidemment que la négociation, c'est toujours mieux. Je crois d'ailleurs que la justice est engagée sur la bonne négociation au civil, avec un rôle du juge et qui est intéressant. On parlait tout à l'heure J'ai du mal à l'admettre quand même. Hein. La CJ rencontre toujours de grandes oppositions. En fait, il y a des oppositions de principe. Il y a des oppositions de principe sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'éléments. Avec l'invocation peut-être de l'État de droit un peu de manière outrancière, la justice doit évoluer. D'ailleurs, je note que le premier président de la Cour d'appel de Paris parle de la place de Paris, qu'il y a une chambre économique, qu'il y a une chambre de la compliance qui a été créée, qu'on a eu des interventions de Madame la professeure, Marianne Frison-Roche, et que ce pan du droit est désormais validé. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Puis ça nous permet aussi de nous aérer les neurones avec des gens qui réfléchissent. Ça, c'est vraiment
très très bien. En ce qui concerne le dialogue des juges, là, l'organisation de la justice en Europe avec la Cour de justice de l'Union, la CEDH et les différentes cours suprêmes, de toute façon, nous obligent, mais la Cour de cassation et le Conseil d'État évoquent et vivent ce dialogue des juges en permanence, et c'est extrêmement intéressant, et c'est important aussi, parce que la CJUE, des fois, n'est pas d'accord avec la CEDH, et ça crée des difficultés. Moi, je pense que l'exemple le plus frappant, c'est probablement la règle de ne bis in idem, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre, on ne peut pas juger quand ça a déjà été fait dans un autre pays. Et en matière économique, c'est quand même particulièrement important. Je pense à un dossier que j'ai eu à connaître pour savoir comment ça s'articule, et l'articulation des différentes compétences et des différentes décisions en matière économique, en matière des droits du citoyen, et la manière dont nous, on doit l'appliquer, puisque nous, on doit l'appliquer ensuite, est un vrai sujet. Pas simple d'ailleurs. Je dois dire, pas simple quand on est sur le terrain et pas forcément au niveau des cours suprêmes, et qu'on a dans les dossiers des écritures d'avocats, de professeurs de droit, de conseils qui sont particulièrement trapus. Donc le dialogue est absolument nécessaire. Est-ce qu'il a été? Est-ce qu'il est facile? Alors non. C'est pas forcément simple, et puis ça prend du temps. Donc c'est toujours le problème de temps, qui nous interpelle, puisque les parties, quand elles viennent devant le juge, elles ont toujours un problème de temps, de délai. Le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est un risque aussi. Et c'est pas non plus particulièrement simple, parce que les décisions sont pas forcément faciles non plus à interpréter. C'est pas forcément non plus extrêmement simple, parce qu'il peut y avoir il y a toujours des recours. En fait, on est dans un système particulièrement complexe, on l'a dit tout à l'heure, mais tout le monde est soumis à cette complexité. Moi, ce que je note, c'est qu'on essaye de trouver des solutions autres ou alternatives dans le respect du fameux état de droit, parce qu'on se rend compte que, compte tenu de l'état de la justice et compte tenu de la manière dont on fonctionne et des budgets qui nous sont alloués ou réduits au fur et à mesure, il faut qu'on trouve des solutions entre guillemets malines pour pouvoir quand même répondre aux demandes. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais c'est peut-être une manière un petit peu utilitaire ou pragmatique. Ah bah non, mais il faut. De toute façon, le droit, c'est fait pour être fait partie de la vie de tous les jours, et Martiallo l'a très bien montré, en fait. Ouais, en fait, on pense toujours que les conseils juridiques et que les avocats sont là pour dire comment on peut faire avec les droits qui sont applicables, et que les juges appliquent le droit comme ça. Et en fait, la plupart du temps, les magistrats se demandent comment ils vont faire pour appliquer le droit, et quel droit, pour pouvoir rendre une décision qui soit cohérente, conforme aux grandes règles, et efficace aussi, puisqu'on a quand même la nécessité d'avoir des décisions efficientes. On nous demande d'ailleurs, et on est évalué là-dessus, parce qu'on est quand même dans un système où tout le monde est évalué jusqu'au bout du bout, on nous demande d'assurer de penser à l'effectivité des décisions de justice, et ça me paraît quand même assez important. Oui, c'est très important ce que vous venez de dire sur l'effectivité des décisions de justice, et justement sur ce dialogue. Moi, j'entends souvent, en tant qu'observateur, en tant que journaliste, dans les salles d'audience, de toute façon, il n'a rien écouté de ce qu'on a dit, sous-entendu, la décision est mauvaise pour la personne. Non, mais non. De toute façon, il y a toujours un perdant et un gagnant. Généralement, les personnes qui sont condamnées ne sont pas heureuses, les parties civiles ne sont pas forcément satisfaites. L'audience est un moment très important où les gens doivent s'exprimer. Même dans les procédures écrites, on a toujours des moments d'oralité. Et ce qu'on donne à voir de la justice au travers des émissions de justice en France, c'est juste l'extrême haut de l'iceberg qui est en train de fondre du fait du dérèglement climatique. Donc effectivement, on a un petit sujet, mais la réalité, bien évidemment, est beaucoup plus complexe, et l'importance des écrits, l'importance des écritures des parties va bien au-delà de l'importance de ce qui peut être dit à l'audience. Et le problème, c'est qu'on confond la justice avec le psychologue. Hein, l'assistante sociale. Non, mais je sais qu'il faut... Voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit et à la manière dont on le dit. On est soumis à une sorte d'intervision, on est soumis
comment dire, au regard des médias, et ça va toujours beaucoup plus vite sur les réseaux sociaux qu'en matière de justice, ça c'est sûr. Sauf que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de droit de la défense, il n'y a pas de contradictoire, et c'est ce qu'on voit quand même malheureusement. Merci beaucoup Valérie Olive. Je voudrais que passer la parole à Patrice Spinozzi pour conclure un peu cette table ronde, pas parce qu'on va s'arrêter, mais parce que je voudrais quand même avoir, vous, votre retour d'expérience, vos réflexions, vos questions éventuelles aux participants de cette table ronde qui est décidément assez riche, et encore une fois, bravo d'avoir initié ce sujet. Patrice Spinozzi, quelques mots. Merci. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Moi, ce qui me semble très important, c'est qu'effectivement, la justice, elle tranche, et elle fait des heureux, elle fait des malheureux. Et vous avez raison, c'est-à-dire que quelqu'un qui, ça pour le vivre du côté du justiciable, le justiciable qui perd son procès, il a toujours l'impression d'avoir été mal jugé. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un justiciable qui sort de là, et quand il reçoit l'arrêt, et qu'il a perdu, et qui se dit « Ah bah oui, effectivement... non, pas youpi, mais « Ah bah oui, bah effectivement, je comprends. Je lis là la motivation, je comprends, en fait, j'avais tort. Effectivement, je vais pas faire appel, d'ailleurs. Ça m'a éclairé, ça a été une épiphanie. » Ça n'arrive pas. Donc, la justice, c'est la confrontation des vérités. Bon, alors, ça, c'est des choses qu'on explique aux clients, la relativité de la vérité, le fait que chacun a une part de vérité, que personne n'a forcément la vérité absolue, d'ailleurs qu'elle n'existe pas forcément, et que l'intérêt du process, c'est cet échange de ces vérités subjectives avec la révélation d'une autre vérité qui n'est pas d'ailleurs la vérité plus absolue que celle d'un autre, c'est la vérité du juge. Et socialement, nous acceptons le fait que la vérité judiciaire est celle qui a vocation à s'imposer, mais c'est juste une convention sociale. Donc, il faut vivre avec ça. Mais c'est ça l'état du droit. L'état de droit, c'est ça. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est pour ça que c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on accepte tous de vivre ensemble parce qu'on est d'accord sur ces fondamentaux. Et donc, quand on a un litige, on va aller voir un juge. Le juge, il va nous donner tort ou raison. Si on gagne, on est content. Si on perd, on n'est pas content. Mais on respecte cette décision. Parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce que le système de l'état de droit est fondé là-dessus. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui mis en cause par les populistes. Alors, je reviens sur cette idée qui est l'idée qui est développée en disant « Ah oui, mais c'est quand même très important, il faut penser aux gens qui votent. » Bien sûr qu'on pense aux gens qui votent. La démocratie, c'est évidemment fondé sur l'élection, mais c'est l'argument fondamental des populistes. Les populistes, c'est quoi? C'est des gens qui disent « En réalité, je suis dans une démocratie, il ne faut pas se tromper, on n'est pas dans les dictatures. Hein. Ce qui se passe, Trump, il a été élu, vous parlez de la Pologne, le candidat nationaliste, il vient d'être élu. Tout ça est assis sur une légitimité populaire, précisément. Sauf que le populiste, il va vous dire, parce que je suis élu, parce que je suis le représentant du peuple, aucune contradiction n'est susceptible de m'être opposée. Et c'est ça le problème avec l'état de droit. L'état de droit est garanti une démocratie qui est une démocratie où vous avez le droit à l'expression de la contradiction, le droit à l'expression d'un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir, c'est un juge qui peut vous donner tort. Ah, j'ai décidé de modifier la loi de telle et telle manière. Ah, bah oui, mais c'est contraire à la Constitution, donc j'abroge la loi. C'est un journaliste qui peut décider de dénoncer telle ou telle action politique en disant « Ah ben écoutez, vous avez fait ça, c'est totalement anormal ». Et ça, il faut l'accepter dans une démocratie. C'est des opposants politiques qui sont susceptibles de porter le fer contre vous. Et dans une démocratie illibérale, dans les démocraties qui sont des démocraties qui sont tenues par des populistes, tout ça, ça disparaît. C'est ce qui se passe avec Trump. Aujourd'hui, Trump, il essaye d'écraser toute contestation institutionnelle. Un juge n'est pas d'accord avec lui, il le décrédibilise ou il le met en prison. Un média n'est pas d'accord avec lui, il lui interdit la possibilité de pouvoir couvrir la Maison-Blanche et il s'oppose à ce qu'il puisse y avoir des subventions qui lui soient données. Les hommes politiques ne sont pas d'accord avec lui, il les décrédibilise et au risque de la diffamation. C'est ça ce qu'on est susceptible de pouvoir vivre si on laisse les atteintes à l'état de droit être portées. Et à cet égard, le rôle, encore une fois, des contre-pouvoirs, qu'il s'agisse évidemment et au premier chef des juges, mais aussi de nous, les avocats, enfin, on ne l'a pas cité tellement on l'a cité, mais la phrase de Shakespeare, où vous avez dit que le boucher dans Henri VI, qui est un populiste, et qui dit, voilà, la première chose qu'il faut faire, c'est tuer tous les avocats. Bien sûr, les avocats font partie de l'état de droit en tant qu'ils appartiennent à l'institution judiciaire, et à ce titre, nous sommes nous aussi menacés.
Vous avez parlé des États-Unis et des grands cabinets américains. On l'a vu, la première chose que Trump a faite, c'est de mettre au pas les grands cabinets américains, en leur disant maintenant où vous êtes d'accord, et vous, d'ailleurs, vous me donnez plusieurs dizaines, voire centaines de millions de fees gratuits pour mettre au service de l'État, ou sinon, je vous retire vos agréments, et dans ce cas-là, vous êtes complètement bloqué, vous ne pourrez plus exercer votre métier. Donc c'est ça, la violence qu'on est susceptible de connaître demain dans le cadre d'un gouvernement populiste, et c'est bien la raison pour laquelle l'état de droit est absolument fondamental, parce qu'il nous garantit tout ça. Merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, vous, tous ici, vous devez, avocats, directrices et directeurs juridiques, prendre votre bâton de pèlerin et avertir, si ce n'est prêcher la bonne parole, mais tout de moins avertir et être vigilant.